Chers téléspectateurs, aujourd'hui, on va traiter le 5e chapitre relatif à l'élément de module, l'audit de la licence en sciences économiques et gestion de la faculté polydisciplinaire de CEFI, semestre 6. Chapitre 5, réalisation de l'audit. Dans un premier temps, on va parler du déroulement de l'audit. Le déroulement de l'audit, il se fait selon un programme qui est élaboré auparavant et communiqué aux représentants de la structure qui sera auditée, et il comporte l'horaire, la date, les secteurs à auditer, les auditeurs qui vont assurer la mission de chaque fonction ou bien les processus, et puis le nom des responsables audités. Il faut savoir que la durée de l'audit, il dépend de la complexité de l'activité de l'entreprise et de l'effectif de l'entreprise, aussi de la localisation des différents sites de la structure, géographiquement où ils sont installés, est-ce qu'ils sont groupés ou bien ils sont dans le même site. Donc on va traiter un cas simple d'une entreprise dont l'effectif ne dépasse pas 100 personnes et ayant une activité qui n'est pas complexe, pour un audit système de management qualité qui est de 2 jours. De 2 jours, surtout lorsqu'il s'agit de l'audit de certification ou bien de renouvellement. Lorsqu'il s'agit d'un audit de suivi, on peut prévoir une seule journée. Le déroulement de l'audit. Donc on commence une fois sur le terrain, il y a l'accueil au niveau de la structure. Il se fait par l'interface de la structure en question qui va accueillir l'équipe d'audit. Puis, si ça démarre à 9h, par exemple, on arrive à 9h au niveau du site, et à 9h15, la réunion d'ouverture, il va démarrer. En quoi consiste cette réunion d'ouverture? Il consiste à présenter l'équipe d'audit, de rappeler les règles de déontologie de l'audit, de confirmer le contenu du programme d'audit, parce qu'il se peut qu'entre-temps, il y a des aléas qui demandent un certain changement du programme d'audit. On peut être flexible en tant qu'auditeur de changer le temps à condition de ne pas impacter la qualité du déroulement de l'audit. Donc si on a prévu par exemple pour un processus une durée bien déterminée, 1 heure ou bien 2 heures, il faut qu'on la respecte. Si on change la date qui est convenue au départ. Donc la réunion d'ouverture, il consiste aussi à savoir les différents responsables à auditer, de confirmer le programme, de rappeler le champ à auditer au niveau de l'audit, de rappeler les règles, par exemple, de classification des observations
qui seront remarqués lors de la mission, et c'est l'occasion d'une manière succincte de donner la parole aux représentants de l'entreprise, de présenter l'activité de l'entreprise. C'est vrai qu'il peut y avoir un audit à distance, on l'a vu au niveau du chapitre relatif à la préparation de l'audit, mais néanmoins on confirme les activités et on confirme quelques données statistiques relatives à l'activité de l'entreprise. Après la réunion d'ouverture, il y a une petite visite du site. On prévoit une petite visite du site succinctement. Donc un quart d'heure où on va localiser physiquement les différents secteurs de la structure qui seront audités. C'est important dans la mesure où il faut avoir une idée sur le champ à auditer au niveau de la mission. Puis, en principe, pour une entreprise moyenne de 100 personnes avec une activité qui n'est pas assez complexe, on peut passer par exemple 1 heure à 2 heures avec les premiers processus qui sont relatifs au processus management, donc pilotage et mobilisation. Pour savoir la politique, l'engagement, les valeurs et les principes, les objectifs globaux de la structure et leur déclinaison en termes de moyens financiers, moyens humains et moyens informatifs. Et ça va nous donner l'occasion de les rapprocher ultérieurement lorsque nous serons au niveau de chaque secteur. Puis nous pouvons passer ensuite le reste de la journée, on peut le consacrer en totalité la première journée pour les processus réalisation. Les processus réalisation, comme on a dit, ce sont les processus cœur du métier. Et on donne un exemple pour une structure qui réalise par exemple une activité qui est relative par exemple à la production des articles ménagers. Donc il y a dans un premier temps un processus qui est relatif à l'approvisionnement des plaques en aluminium pour une société qui fabrique par exemple des articles ménagers comme les casseroles ou bien les cocottes minutes. Donc nous avons des sociétés qui sont spécialisées pour cette activité. Il consiste en l'emboutissage des articles, des plaques pour réaliser des articles ménagers. Donc nous avons dans un premier temps la plaque en aluminium en tant que processus au niveau de l'approvisionnement. En principe, le Maroc il importe les plaques en aluminium en provenance de l'Égypte. Puis, nous avons le deuxième processus, c'est le processus lubrification, qui consiste à lubrifier grâce à une huile la plaque en aluminium pour faciliter l'opération d'emboutissage, pour transformer une plaque en aluminium en une plaque qui est emboutie, pour lui donner la forme. Puis nous passons au processus suivant qui consiste en la fixation ou le montage des accessoires, les bras et les différents accessoires. Il faut aussi découper des fois des niveaux pour avoir des niveaux bien déterminés. Après l'opération de montage des accessoires, nous avons l'avivage et le rayonnage qui consiste à polir l'article en question
par une poudre pour lui donner une certaine brillance. Et puis, nous passons au dernier processus de réalisation qui est le conditionnement. Il s'agit à conditionner dans un paquet l'article, la cocotte minute ou bien la casserole en question pour la mettre dans un certain emballage. Donc ça, ce sont des processus de réalisation de l'activité, pardon, l'activité relative à la production des articles ménagers. Donc, lors de l'audit, il consiste à détecter les dysfonctionnements qui sont relatifs à la fois à la matière elle-même. On peut trouver par exemple la matière qui n'est pas conforme, l'aluminium qui ne répond pas aux spécifications de la matière première qui est demandée au départ par l'entreprise en question. Nous pouvons aussi se prononcer sur les méthodes qui sont utilisées, les méthodes qui sont relatives, par exemple, à la sélection et l'évaluation des fournisseurs, à la question de la validation des produits. Donc, est-ce que les produits, à un certain niveau, ils répondent aux exigences qui sont prévues? Nous pouvons aussi prévoir des dysfonctionnements qui sont relatifs aux ressources humaines, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas qualifiées, insuffisance de l'effectif des personnes, les manques de rigueur par les ressources humaines, par les salariés de l'entreprise, ainsi de suite. Nous avons des dysfonctionnements éventuels qui sont relatifs au milieu. Donc, l'ergonomie au poste du travail, les gestes et postures, l'organisation du poste, les risques qui sont éventuels, aussi les accidents du travail, les maladies professionnelles, les pollutions, les nuisances sonores, les vibrations, la poussière, ainsi de suite. Nous pouvons aussi avoir des dysfonctionnements qui sont relatifs au management, c'est-à-dire le pilotage au niveau du processus de réalisation lui-même. Par exemple, le manque des indicateurs et des objectifs de suivi de performance d'un processus de réalisation. Puis, ça c'est le déroulement premier jour. Deuxième jour, on va traiter par exemple le reste des processus de réalisation, par exemple 2 heures de la matinée du deuxième jour, et puis le reste du temps, il sera consacré au processus support et la réunion de clôture. Processus support, ce sont les processus relatifs à la gestion des ressources humaines, des processus relatifs à la maintenance, des processus relatifs au système d'information, des processus relatifs à la finance, par exemple. Donc, dans ce déroulement, quel que soit le processus, l'auditeur, il doit faire en sorte qu'il doit poser des questions, en principe, au début, ce sont des questions ouvertes. Est-ce que vous pouvez me parler de votre fonction, comment ça se déroule? L'essentiel, c'est de casser les glaces pour donner l'occasion à l'auditeur de s'exprimer. Et puis, on va procéder par des questions qui sont fermées. Donc, des questions binaires. Est-ce que vous réalisez telle ou telle opération? Vous réalisez, qu'est-ce que vous avez comme dispositif par rapport à un point bien déterminé? Le lot de la date telle
de telles références, est-ce qu'il a, par exemple, quelle est la preuve qu'il a subi l'autocontrôle, ou bien au niveau du matériel, des questions qui sont relatives à l'étalonnage. L'étalonnage, ça relève de la science de la métrologie. Il consiste à se prononcer sur chaque appareil qui relève, qui mentionne des valeurs. Il faut s'assurer de l'exactitude, que les valeurs ils sont exactes. Une balance, pièce-coulisse, thermohydrographe, ainsi de suite. Donc, si nous n'avons pas des appareils qui sont étalonnés, ils peuvent nous induire en erreur en ce qui concerne les valeurs qui sont mentionnées. Et ça peut avoir des répercussions en matière de surfacturation ou bien sous-facturation. Un compteur électrique, par exemple, un compteur de l'eau, il peut nous induire en erreur. C'est aussi les compteurs au niveau des engins. Ça, c'est des exemples qu'on peut rencontrer au niveau des appareils. Et donc, pour ce qui est de la deuxième section, qui est, après avoir vu le déroulement, on va parler un peu de la gestion auditeur-audité. Parce que vous pouvez avoir en tant qu'auditeur des différents types d'audité. On peut commencer par l'audité qui est constructif. L'audité qui est constructif, dont les réponses ils sont objectives, et que il faut le mettre à côté de soi. Par exemple, dans des interprétations des questions ultérieures. Mais vous pouvez aussi, en tant qu'auditeur, rencontrer des audités qui sont résistants. Résistants, c'est-à-dire qu'il vit mal le déroulement de l'audit. Et des fois, on peut rencontrer des interrogateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il répond une question par une question. Si vous lui demandez, par exemple, de comment vous réalisez qu'est-ce que vous avez comme dispositif pour s'assurer de la réalisation de telle opération, il va vous répondre comment on doit s'y mettre. Et si vous ne faites pas attention en tant qu'auditeur, vous risquez d'inverser les rôles, c'est-à-dire vous devenez vous-même des audités et celui qui va devenir un auditeur. Donc, même si on connaît les réponses, on ne répond pas. Vous pouvez avoir celui qui bouge trop et qui parle trop. Donc, qui bouge trop, il faut s'occuper de lui, il faut le nommer secrétaire. Par exemple, lui confirmer des tâches. Lui confirmer des tâches, par exemple, même si vous n'avez pas envie d'une information qui est banale, mais quand même, vous lui demandez cette information. Est-ce que vous pouvez nous chercher la facture de telle date, de telle référence, ou bien le dossier de tel fournisseur ou de tel client? Donc, l'essentiel, on s'occupe. Il faut que vous ne perdez pas votre temps à répondre ou bien à subir les questions de ce genre d'audité. Il y a aussi, nous pouvons avoir par exemple les mégalomanes en tant qu'audité, celui qui vit mal l'audit, et il va c'est quelqu'un qui a une certaine expertise ou bien une expérience, et le fait
le fait de lui poser des questions, il le conçoit d'une manière qui est négative. Et dans ce cas-là, éviter de le toucher au niveau de sa propre personne, mais rester objectif. Il ne faut pas se provoquer, il faut garder le sang-froid, juger d'après les éléments de preuve qui sont objectifs sur lesquels vous allez baser votre jugement. Vous avez aussi le genre d'audités qui sont timides. Donc timide, il faut le faire travailler, il faut qu'il parle. Donc on lui pose des questions simples, et puis on commence au fur et à mesure à rentrer dans le vif du processus des questions. Nous avons aussi le type d'audité qui sont désintéressés. Par exemple, quelqu'un qui est en fin de carrière, il lui reste 3 mois pour la retraite, ou bien c'est quelqu'un qui vit mal l'évaluation annuelle, il n'a pas été gratifié, et donc il n'est pas impliqué au niveau de l'audit, et il ne valorise même pas ce qu'il est en train de faire. Là, il faut essayer d'identifier son horizon d'attente et lui commencer par ses domaines d'intérêt, et puis aller dans l'essentiel, dans l'explication, dans les questions, dans l'investigation lors de votre mission. Et puis, en plus des timides, des désintéressés, nous pouvons avoir le belligérant, les agressifs. Les agressifs, par exemple, en tant qu'audité, il ne faut pas se provoquer, rester objectif en tant qu'auditeur, argumenter ce qu'il est en train d'apporter en tant qu'élément de réponse, mais l'essentiel, ne pensez jamais à entrer dans la confrontation avec ce genre d'audité. Donc l'essentiel, c'est que sur des éléments objectifs, on va apporter notre jugement sur tel ou tel aspect. Lors du déroulement de l'audit, il ne faut pas oublier de prendre des notes. On utilise les différentes sens lors de notre mission d'audit. On pose les questions, on écoute, on écrit, on voit, on sent, et des fois on a l'intuition par rapport à l'audité. Il y a des audités qui n'ont pas cette capacité de valoriser ce qu'ils ont. D'autres, ils sont des bons parleurs sans avoir des éléments, ils peuvent valoriser d'une manière oralement ce qu'ils ont. Donc l'essentiel, c'est que vous devez rester objectif pour apporter votre jugement sur ce qui vous a été fourni. Maintenant, la formalisation de l'écart. Lorsque nous avons une observation bien déterminée, toujours lorsque on formalise l'écart, on tient compte de 3 éléments. Premier élément, constat. Je mets le lecteur dans l'environnement et le déroulement de l'audit. Par exemple, lors de l'examen ou bien lors de l'audit du secteur du magasin, nous avons constaté, magasin tel, je donne les références du magasin en question. Et puis le deuxième élément,
il consiste à se prononcer sur les éléments de preuve, sur lesquels on va se baser. Donc, nous avons l'observation, l'élément de preuve, c'est la question du lot de telle matière première qui est référencée. Avec cette référence-là, on va le citer. Par exemple, nous avons un problème il y a une certaine différence entre le stock théorique et le stock physique. Donc, dans l'état, au niveau des responsables magasins, il nous a présenté l'état de stock théorique. Et lorsque nous avons examiné au niveau des stocks, nous avons remarqué qu'il y a une certaine différence entre le physique et le théorique. Donc là, au niveau de l'élément de preuve, il faut citer la référence en question. J'ai la matière première telle. Par exemple, dans l'industrie du plastique, on peut parler du polymère en tant que matière première. Donc, j'ai une certaine différence entre le stock théorique et le stock physique. Puis, le troisième élément, c'est la gravité, le risque auquel l'entreprise est exposée. C'est toujours négatif. C'est un manque à gagner, ou bien c'est un coût qui est subi par l'entreprise. Ou bien il y a un enjeu, par exemple, un enjeu organisationnel, manque par exemple d'une procédure, le non-respect ou le non-suivi de tel ou tel indicateur de suivi de performance. Donc, il faut argumenter le danger que risque l'entreprise d'avoir. Donc, le danger, c'est toujours négatif, et si on est incapable de faire sortir le danger au niveau d'une observation, il faut relancer à la non-conformité, parce que vous devez savoir le risque auquel l'entreprise est exposée. Avant de quitter le secteur, donc, il faut faire une synthèse de l'ensemble des observations du secteur en question qui a été audité. Et on va commencer par les points forts du secteur, et on va annoncer les dysfonctionnements au niveau du secteur audité. Donc, quel est l'enjeu de cette pratique? C'est qu'on donne l'occasion à l'audité des fois soit de confirmer l'écart, soit d'apporter les éléments de preuve ultérieurement. Je peux passer à un autre secteur, mais je lui mentionne qu'il lui reste par exemple 2 heures à m'apporter les éléments de preuve pour que je vais annuler l'observation en question. Et donc, évitez surtout de laisser, s'il vous plaît, d'annoncer les écarts jusqu'à la réunion de clôture. Parce que vous risquez, si vous commencez à marchander avec les audités à la fin de l'audit, et l'effet de groupe, il va faire en sorte que ils vont demander à revoir les observations en question. Mais avant de quitter le secteur, faites une synthèse relative à chaque secteur. Dernier point, c'est la réunion de clôture. La réunion de clôture, il faut remercier l'ensemble du personnel de la structure qui a été audité, et puis commencer par les points forts
et puis annoncer les différents écarts et parler des classifications des écarts, c'est-à-dire est-ce que c'est un écart mineur ou bien un écart majeur ou bien une piste d'amélioration ou bien rien à signaler. Donc l'écart majeur, comme on a dit au niveau du chapitre préparation de l'audit, c'est un élément qui est isolé. Ça c'est l'écart mineur. L'écart majeur, c'est lorsque un élément du système qui est absent. La revue de direction n'a pas eu lieu. Ou bien, nous pouvons avoir un écart majeur lorsque plusieurs éléments pour un seul aspect, nous avons remarqué les dysfonctionnements. On peut citer l'exemple relatif à la sécurité. Les salariés ne connaissent pas les obligations et les droits en matière de santé et sécurité. Le manque des équipements de protection individuelle. Et ça, c'est une deuxième observation. Troisième observation, la non-vérification des robinets incendie armés. Et donc là, on peut les mettre dans, bien que nous sommes dans d'un système qualité, ils peuvent faire l'objet d'une observation groupée parce que là, c'est de la réglementation, la santé et sécurité, c'est réglementé. Et puis, on va se mettre d'accord sur le plan d'action à la fin de l'audit. Quand est-ce que l'entreprise auditée, il va envoyer le plan d'action qui va être les actions prévues suite aux différentes observations qui ont été soulevées lors de l'audit. Et donc, ça dépend du type de non-conformité que nous avons. Il y a, par exemple, des écarts qui sont banals, par exemple, absence de procédure. Il peut avoir comme action élaborer et mettre en place la procédure en question. Mais des fois, l'écart, il peut demander un certain temps d'investigation. Et c'est pour cela que l'auditeur ne peut pas se prononcer sur l'action lors de l'audit, mais il va donner le temps à l'équipe de l'entreprise de faire une réunion de résolution de problèmes, d'investiguer sur la source du dysfonctionnement et donc prévoir un plan, prévoir des actions qui sont relatives à ce dysfonctionnement-là. Donc, l'audit ne se termine pas au niveau du rapport d'audit qui est soumis par l'auditeur, mais un plan d'action, il doit être élaboré et validé par l'auditeur pour prévoir et résoudre les différentes actions et les différents dysfonctionnements et anomalies. Ce qui fera l'objet de notre 6e chapitre qui est le suivi d'action. Et merci pour votre attention.